Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Fabrice Olivet, Guerre à la drogue, guerre raciale, épisode 2. Dans le premier épisode, Fabrice Olivet nous a raconté les événements difficiles auxquels il a dû faire face au cours de son enfance et de sa jeunesse. Malgré tout, il a fini par se trouver une place au sein de la société. Mais il lui reste cette effrayante épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est séropositif. Alors les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais être séropositif ne signifie pas forcément être malade. Ça veut dire qu'on a été contaminé par le virus du sida et que la maladie risque de se déclencher un jour. Mais les symptômes ne sont pas immédiats. Et les séropositifs vivent donc, ou plutôt vivaient, parce qu'aujourd'hui les traitements sont beaucoup plus efficaces, ils vivaient donc avec cette idée qu'ils allaient sans doute tomber malades et mourir rapidement. Fabrice Olivet va nous raconter comment il a vécu cette période et comment il va se dresser contre les différentes discriminations qu'il devait affronter. La discrimination contre les personnes racisées et la discrimination contre les usagers de drogue. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'arrive à l'âge de 33 ans, je me retrouve établi et toujours avec un petit regret quand même qui était que toutes ces années je les voyais pas comme une perte, comme une souffrance. Je les voyais comme une espèce de parcours initiatique plutôt, avec des gros moments d'éclate, des moments où je m'étais bien marré. Bon, évidemment, avec sa part d'ombre, parce que parcours délinquant, c'est pas que du fun. Et puis, j'avais conscience d'avoir commis des choses qui avaient fait du mal, cambriolage, des choses comme ça. Donc, mais dans cette échelle de valeurs éthiques, je ne pouvais pas placer la drogue, le fait de consommer, encore une fois, comme quelque chose qui s'exerçait à l'encontre d'autrui. Et je trouvais ça profondément injuste. Et alors, l'injustice de l'injustice, par-dessus tout ça, parce qu'on est toujours dans les années 90, où il n'y a pas de traitement, c'était le sida. C'est-à-dire cette condamnation, cette épée de Damoclès qui pesait toujours au-dessus de ma tête. J'étais réinséré, j'étais promis à normalement mener une vie que j'avais recentrée sur mes intérêts intellectuels, mais avec cette idée que du jour au lendemain, la maladie pouvait se déclencher. Et alors je peux vous dire que dans les années 90, en plus, on ne voyait que ça, quoi. Des gens brusquement dépérir, perdre 20 kilos. Et il y avait un seul traitement qui s'appelait l'AZT, qui était un truc extrêmement violent. En général, quand les gens prenaient de l'AZT, un mois après, ils étaient morts. Et donc, ça nourrissait chez moi un très, très, très violent sentiment d'injustice. Et alors que le système de soins qui m'avait sauvé la vie, littéralement, était très opposé à la substitution, à l'échange de seringues. Bon, à l'échelle de seringue, un peu moins. Ils disaient que c'était un pis-aller, bien qu'ils avaient été à l'origine du décret de 72 qui avait interdit les seringues. Mais évidemment, devant l'ampleur de la catastrophe, Olivenstein notamment disait qu'il fallait revenir sur les seringues. Mais enfin, ça a mis très longtemps avant qu'une ministre de droite, d'ailleurs, extrêmement courageuse, Michel Barzac, prenne l'initiative contre l'avis de son camp politique et contre l'avis des intervenants en toxicomanie, de remettre les seringues en vente libre. Mais immédiatement, des clameurs fusaient sur le fait, vous encouragez l'usage de drogue, la drogue, c'est un combat. Sauf que cette mesure a dû sauver la vie à des milliers de personnes qui lui doivent une fière chandelle, à Michel Barzac. Et moi, j'étais dans ce cheminement intellectuel, à me dire, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré le journal de la Sud. Donc ce journal qui a été fondé en 1992 par des gens qui étaient des consommateurs de drogue
Et il faut un petit peu remettre donc, ce qu'étaient les questions politiques liées au sida et à la question des drogues en 1992. L'épidémie flambe. Cette épidémie a encore une fois des conséquences en termes de délinquance absolument délirantes. On en a plus conscience aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler parce que aujourd'hui, on vous bassine tous les jours avec des discours sur l'insécurité. Bon, sur le fait que une augmentation de la violence. Alors déjà, c'est démenti par les statistiques. En fait, si on prend les statistiques d'homicide, les statistiques de cambriolage, les statistiques de casse de pharmacie, par exemple. Les années 80, c'était l'univers des voitures cambriolées pour arracher les autoradios. On appelait ça du vol à la roulotte. Des sacs à main arrachés. Le stéréotype, c'était les petites vieilles traînées derrière un scooter. Des agressions, effectivement, au couteau. Et des cambriolages. Les années 80, c'est le moment où on invente les codes et on invente les portes blindées. Parce que sous la pression de l'épidémie d'héroïne, effectivement, tous ces petits délits flambaient de manière terrible. Et le deuxième problème, c'était la santé publique. Encore une fois, ce sida qui se diffusait dans toutes les parties de la société, avec la crainte que on ne puisse pas maîtriser à un moment la propagation, un peu ce qui nous a saisi au moment du Covid. Tout ça, encore une fois, on l'a oublié. Et il se trouve que, pour ce qui concerne la drogue, il y avait des méthodes à l'étranger qui avaient été expérimentées avec succès. Ces méthodes, ça s'appelle la politique de réduction des risques. À savoir, le principal vecteur du sida, c'est l'injection. Donc Michel Barzac, avec rationalité, avait défait ce décret de 72 et avait permis que les usagers de drogue achètent des seringues en pharmacie. Ensuite, il fallait mettre ces seringues à disposition, et au contraire de ce qui était fait auparavant, où on attendait derrière son petit bureau que les usagers viennent frapper à la porte, parce qu'il fallait surtout pas aller au-devant de la demande. Il fallait au contraire aller distribuer massivement des seringues dans les quartiers. Donc on a mis en place des programmes d'échange de seringues, et puis mettre en place des traitements de substitution, notamment à base de méthadone. Ça, c'est Simone Veil, encore une ministre de droite. Terrible dans cette histoire, c'est que c'est la droite qui s'illustre à chaque fois, alors que elle est censée être sécuritaire, mais à chaque fois, ce sont des femmes de droite qui, peut-être d'ailleurs parce qu'elles sont femmes et que la dimension humaine, d'humanisme, notamment pour Simone Veil et Michel Barzac, je pense que c'est très vrai, leur paraît la première dimension à prendre en compte, et aussi avec une composante de libéralisme. C'est-à-dire que ces femmes de droite avaient aussi une conscience que la question de la drogue s'inscrit dans un logiciel bizarre à partir du moment où elle la réprime. Encore une fois, toujours cette histoire en quoi réprimer un comportement privé est justifié du point de vue éthique. Et dans le cas du sida, on voit très bien que c'est ça qui crée le problème. Et uniquement. Les pays où les seringues étaient en vente libre d'emblée, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre par exemple, ont eu un pourcentage de gens contaminés par le sida issus de l'injection d'héroïne extrêmement faible. Extrêmement faible. La majorité des gens venaient de la communauté gay. Donc, toutes ces mesures, il fallait les prendre. Et on avait une opposition qui venait en partie des intervenants en toxicomanie et en partie des gouvernements de gauche. Donc, je reviens à mon récit personnel. Dans ma manière de réfléchir à tout ça, je trouvais que je me devais de faire quelque chose personnellement pour que d'autres générations n'aient pas à vivre les choses difficiles que j'avais traversées. Et je rencontre donc cette association ASUD qui est issue
des mesures prises donc par le ministère de la Santé dirigé par Simone Veil pour mettre en place des mesures de réduction des risques. Donc j'ai parlé de l'échange de seringues, j'ai parlé de la substitution, et il y avait l'idée de financer des associations de personnes qui ont consommé des drogues pour utiliser un langage, pour utiliser une communication qui parle à la communauté. Et notamment dans la manière de se protéger quand on injecte de l'héroïne, parce qu'il y a des techniques qui permettent d'éliminer des risques de transmission en utilisant des kits d'injection stériles. Enfin, autant de choses qui aujourd'hui sont assez banales. Maintenant, la réduction des risques, c'est devenu la politique officielle de tous les gouvernements. Mais à l'époque, c'était un combat politique. Donc je me retrouve en 1993 à discuter avec ces militants de l'association Sud qui avaient déjà sorti quelques journaux, puisque ça c'était avant tout un journal donc, qui s'adressait aux usagers avec les techniques de réduction des risques, avec un discours sur la dépénalisation, un discours sur le fait qu'il était absolument injuste d'être poursuivi pour juste avoir consommé des drogues. Et un discours de promotion des traitements de substitution. Petit à petit, je me trouve embarqué dans cette histoire qui tenait quand même de la Révolution, parce que il fallait se battre quand même contre l'ensemble des opinions établies, et notamment des opinions d'experts. Et je, finalement, trouve une raison d'exister dans ce combat, d'autant plus que j'avais toujours en tête l'idée qu'il me restait quelques années à vivre et qu'il fallait que j'utilise à bon escient ce temps que j'estimais limité. Donc je me suis mis à militer à plein temps dans l'association Sud. J'étais séropositif et je développais pas de maladie. Il n'y avait aucun symptôme. Et d'ailleurs, il y a une partie des gens assez faibles, mais qui ne développent jamais la maladie. Il y a des cas qui étaient revus dans les revues scientifiques, les travailleuses du sexe au Zaïre, par exemple, ou au Congo, qui étaient séropositifs toute leur vie sans développer la maladie. Mais c'était extrêmement minoritaire. Et puis, par ailleurs, il y avait des contre-exemples terribles. C'est-à-dire des gens qui... la maladie flambait en 6 mois, et en 6 mois, ils étaient morts. Donc, moi, j'avais eu la chance de ne pas développer cette maladie, mais avec toujours la crainte. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, il n'y a pas de règle. Je parlais de 6 mois, ça pouvait durer 5 ans, 10 ans, mais... comme la maladie c'était un effondrement des défenses immunitaires, cet effondrement pouvait advenir à n'importe quel moment. Bon, moi, là où ça me percute, quand je lis le journal de la Sud pour la première fois, c'est déjà cette histoire de déculpabilisation. C'est-à-dire un journal qui dit nous sommes consommateurs, notre consommation en soi ne nuit à personne. Par contre, la politique dont nous avons été victimes, c'est-à-dire la pénalisation de l'usage, et notamment cette histoire de seringue dont j'ai parlé, a conduit à l'épidémie de sida, conduit à la délinquance, conduit à la prison, et donc est une politique inefficace sur le plan sanitaire. Et ça me frappe comme une évidence, parce que c'est quelque chose que j'avais gambergé tout seul dans ma tête, mais auquel j'arrivais pas à donner de contenu théorique. Et je me rends compte qu'il y a tout un mouvement, d'ailleurs, qui dépasse largement les frontières de la France, tout un mouvement libertarien, notamment aux États-Unis. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça concerne à la fois la droite et la gauche, des gens qui militent dans la planète entière contre ce qu'on appelle la guerre à la drogue. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus intellectualisé parce qu'ils ont sans doute une culture
du libéralisme beaucoup plus affiné que la France. Encore une fois, notre affaire de république laïque nous handicape là, pour concevoir ce que c'est que la liberté individuelle, la liberté d'expression. Voilà, et souvent, on critique les États-Unis pour leur référence à l'égard de l'argent, mais on oublie de dire qu'ils ont une culture de la liberté individuelle qui est très impressionnante. Alors, le paradoxe, c'est que c'est eux qui ont inventé la guerre à la drogue. C'est Richard Nixon qui, déjà, d'ailleurs, dans une optique d'en faire un instrument privilégié de lutte contre la communauté africaine-américaine, et avec l'idée qu'avec les droits civiques, les choses allaient trop vite et que les Noirs américains prenaient trop d'importance politique. Ça a été attesté par une chercheuse qui s'appelle Michelle Alexander, qui dit dans son best-seller, qui explique à quel point donc, les conseillers de Nixon disent, bon, on va utiliser la drogue pour marginaliser les Noirs politiquement. On va mettre, alors c'est dit comme ça, hein, au journal du soir, on va les désigner tous les jours comme comme les fauteurs de troubles, comme les vendeurs de drogue, comme les vendeurs d'héroïne. Et du coup, on aura un prétexte pour perquisitionner, pour casser leurs réunions. Enfin, c'est très explicite dans le livre d'Alexander. Et c'est très intéressant quand on compare ça à la situation française. L'idée qu'au journal du soir, tous les jours, il y a un fait divers qui se rattache à la vente de drogue et qui parle des quartiers et qui parle des populations issues de l'immigration. On a exactement le même schéma. Et qu'au nom de la lutte contre ce qui est considéré un fléau, et qui est un fléau indéfendable, tous les moyens sont permis. Tous les moyens d'abolir la liberté individuelle. Mais, encore une fois, paradoxalement, c'est dans ce pays, aux États-Unis, qui a inventé la guerre contre la drogue, que la même société va secréter des mouvements, des grandes organisations comme le Drug Policy Alliance, qui vont très tôt expliquer que c'est une entorse fondamentale à la liberté individuelle et que même dans une optique libérale orthodoxe, hein, qui peut nous choquer, les gens qui, par exemple, sont pour le port d'armes, même dans cette logique-là qu'on appelle la logique libertarienne, l'usage de drogue est considéré comme une liberté. Il y a d'ailleurs, les libertariens militent à la fois pour le droit de porter des armes, et pour le droit de consommer des drogues, et pour la liberté de l'avortement, et pour la liberté des homosexuels, etc., dans une optique ultra-libérale. Et ça, vraiment, c'est cette philosophie-là qui avait un écho dans le journal d'A-Sud. C'est-à-dire l'idée, qui reste toujours d'ailleurs notre combat, hein, qu'il y a une aberration à la fois éthique, mais une aberration politique aussi, et en termes d'efficacité sanitaire, dans cette criminalisation de l'usage de drogue. Le problème, c'est que, comme ce discours n'a été audible en France que par le détour de l'épidémie de sida, comme je l'ai dit, c'est uniquement le versant sanitaire qui est audible. C'est-à-dire, quand on parle de réduction des risques, et même quand on parle de dépénalisation en France en général, c'est des arguments sanitaires qui viennent en premier. Et d'ailleurs, en général, on interroge des addictologues, des médecins qui viennent expliquer que oui, en termes de santé publique, bon, la répression, c'est pas génial. Alors évidemment, l'épidémie de sida, c'est quand même un exemple caricatural du genre. Mais encore une fois, l'épidémie de sida, c'est fini depuis 30 ans. Depuis qu'on a éliminé l'héroïne pour l'ensemble de la société et que dans les quartiers, malheureusement, les gens se sont débrouillés tout seuls pour se débarrasser de l'héroïne, et souvent de manière violente. Mais on oublie complètement l'argument principal, qui ne devrait pas être un argument sanitaire, qui devrait être un argument philosophique, éthique, de en quoi il est justifié de venir intervenir dans la vie privée des gens pour leur dire « vous avez le droit de consommer telle molécule », le houblon, parlons même pas du tabac, parce que ça c'est une autre aberration sanitaire, mais enfin, il n'est pas
À ma connaissance, aucun Français ne pense qu'il faut prohiber le tabac, même pour des questions de santé publique. Et tel autre, en l'occurrence le THC, mais même la coca ou les opioïdes, qui par ailleurs servent de médicaments et sont irremplaçables en tant que médicaments. Et ce débat-là, c'est le débat de fond, c'est le débat qui, d'ailleurs, est opérationnel aux États-Unis, encore une fois, dans toute l'Amérique du Sud, une grande partie du continent américain, et qui commence à être opératoire dans un certain nombre de pays européens comme le Portugal, où c'est bien la question de la liberté qui est au cœur du sujet, et la question de l'incarcération de masse de cette guerre à la drogue qui effectivement envahit littéralement nos prisons avec des gens qui n'ont rien à y faire. Et là, je parle y compris des gens qui vendent. C'est pas seulement les gens qui consomment. Ceci étant bien compris que s'il y a des gens qui vendent, c'est parce qu'il y a d'abord des gens qui veulent consommer. Et la question la plus injuste dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la prohibition est appliquée de manière très discriminante, c'est-à-dire que si vous appartenez à un milieu favorisé et que vous êtes installé en centre-ville, dans une petite bourgeoisie blanche, il n'y a aucun problème pour vous procurer tous les produits illicites de la terre. En plus, maintenant, on peut se procurer ça par Internet, donc on est livré par la poste. Mais souvent, il suffit de décrocher son téléphone et d'appeler justement un coursier en banlieue, un coursier qui va être noir ou arabe et qui va vous livrer ce que vous voulez en cannabis ou en cocaïne, à ses risques et périls. Donc, en fait, c'est très provocateur de le dire comme ça, mais c'est une forme de service rendu aux classes dominantes, mais qui est payé par un très 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 fort prix discriminatoire, et par une violence d'État qui ne cesse encore une fois d'être récupérée par les gens qui ont un objectif qui est de maîtriser ces populations. Voilà, qui, comme par hasard, d'ailleurs, sont stigmatisés en tant que musulmans par ailleurs. Donc ça, c'est très intéressant aussi, de voir le parallélisme des discours islamophobes et qui sont secondés par les discours anti-drogue pour cibler exactement les mêmes populations. En devenant militant d'Assud, j'avais l'impression de réparer quelque chose, en tout cas d'avoir une utilité à la fois d'expérience et d'exemplarité pour que les mêmes erreurs ne soient pas commises à l'égard de générations qui viendront après moi. Bon, j'ai des enfants qui sont grands maintenant. Je leur ai parlé un petit peu de tout ça. Il y a aussi j'avais à l'époque le souci encore une fois de l'idée qu'il me restait peu de temps sur cette terre et qu'il fallait que je l'utilise à bon escient. Mais à partir de 96, il y a les traitements efficaces anti-VIH qui sont arrivés. Bon, je me suis pas tout de suite traité, mais bon, très rapidement, cette idée du provisoire a explosé et je me suis rendu compte que en fait non, le sida finissait par être maîtrisé par la science et que j'avais devant moi une longue vie, mais du coup c'est beaucoup plus la question identitaire qui a pris le dessus, c'est-à-dire cette idée que la France est un pays particulier en matière d'immigration, qu'elle a un discours particulier aussi sur son expérience postcoloniale avec beaucoup de déni, et que la question des drogues vient percuter cette affaire un peu de manière secrète, un peu de manière clandestine, parce que, à la différence des États-Unis dont j'ai parlé tout à l'heure, où les mouvements de droits civiques comme Black Lives Matter, par exemple, reprennent très volontiers une rhétorique qui dénonce la guerre à la drogue comme étant un instrument dirigé contre leur communauté.
C'est pas du tout le cas en France, bon, pour des raisons qu'on pourrait développer, hein, mais parce que la communauté noire n'existe pas, et que s'il y a une communauté musulmane qui existe, elle a beaucoup de difficultés avec cette question des drogues. D'abord parce que c'est une communauté religieuse, c'est pas la communauté arabe qui s'exprime, c'est la communauté musulmane. Et en plus, elle est souvent en position défensive, la communauté musulmane, c'est-à-dire qu'elle essaye de se montrer sous son meilleur jour, comme étant des citoyens exemplaires, ce qui est d'ailleurs, je pense, vrai statistiquement, que la majorité d'entre eux sont des gens qui travaillent, qui s'insèrent et qui font pas d'histoire. Mais du coup, reprendre cette question des drogues en le revendiquant, comme moi je le fais, et en expliquant que le problème vient de la demande des classes moyennes blanches de centre-ville et que les quartiers ne font que répondre à cette demande, c'est pas possible pour eux. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué. Ils le vivent comme s'accrocher une casserole supplémentaire. En gros, le risque étant d'être dénoncé comme complice des dealers. Voilà. Mais, à mon avis, un jour ou l'autre, le débat viendra sur la table parce que, encore une fois, c'est la situation objective telle qu'elle existe. Et c'est parce que aux États-Unis, il y a toute l'expérience de la sortie de l'esclavage et la sortie de la stigmatisation, la sortie de la culpabilité, où ils ont ce qu'on appelle retourner le stigmate. Et que ce retournement du stigmate, c'est très opératif dans la communauté africaine-américaine. Je pense qu'on en arrivera à des raisonnements comme ça aussi en France. Notamment expliquer à la société française qu'il faut sortir de ce déni des injustices commises à la fois à l'égard des minorités et à la fois à l'égard des usagers de drogue. Merci beaucoup à Fabrice Olivet pour cet entretien. Si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées au cours de ces 2 épisodes, sachez qu'il a écrit toute une série d'articles que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, mais aussi 2 livres, Au risque de la race, aux éditions de l'Aube, et La question métisse, aux éditions Les 1001 nuits. Alors je ne fais pas le petit tease habituel pour le prochain épisode, parce qu'il n'y aura pas de prochain épisode, Substance s'arrête là. Et je vous explique pourquoi dans une petite conclusion qui va arriver très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi le podcast, j'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde et portez-vous bien.